Alors c'est vrai qu'on parle essentiellement, il faut le dire, surtout des baisses d'impôts, des baisses de taxes, sur le capital, sur l'ISF, sur la taxe d'habitation. Beaucoup moins des nouveaux impôts, des nouvelles taxes qui ont été créées, qui ont été instaurées depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier Berruyer, donc auteur du blog Les Crises. Alors 8, c'est pas nous qui les avons trouvés, c'est le cabinet EY qui dénombre 8 nouveaux impôts, 8 nouvelles taxes depuis l'accession donc à l'Élysée du président Macron. On va faire ses comptables, il y en a 8. On en parle peu. C'est vrai que pour le coup, on parle souvent des baisses d'impôts. Il y a aussi des nouvelles taxes, des nouveaux impôts qui sont créés. Oui, tout à fait. Même s'il y en a moins qu'avant. Il y a eu un petit effet buzz sur l'effet, tiens, ça fait quasiment une taxe ou un impôt de plus par mois depuis l'élection. Bon, ce qui est un peu exagéré quand on va les balayer. On verra qu'il n'y a quand même pas autant que ça, mais c'est intéressant de faire un point un peu précis parce qu'on parle assez peu en effet de ces modifications. Une nouvelle taxe, un nouvel impôt par mois, ça paraît beaucoup, mais quand on regarde le rétroviseur et ce qui se passait avant Emmanuel Macron, c'était pire. Oui, c'est vrai que là on est à 8 au début du quinquennat de François Hollande, on était à 28. Voilà, en un an. 2012, oui, en un an. On se dit qu'il y avait après, une créativité quand même fiscale assez débridée. Hein. Tout à fait, oui. Bon, ce que nous dit le cabinet EY, c'est intéressant, c'est que ces taxes, elles sont sectorielles, elles visent peu de monde, et donc, comme elles visent peu de monde, on dit qu'elles ont d'ailleurs peut-être un faible rendement, bref, et elles sont peu contestées. C'est intéressant ça comme Oui, comme tout à fait, parce que si on regarde un peu l'ensemble des taxes, il y a deux blocs, on va dire qu'il y en a 2-3 qui sont des très grosses taxes, des très gros impôts avec un fort rendement qui touche quand même pas mal de monde, et puis il y a quelques petites poussières qui sont assez amusantes à regarder, de petites taxes en effet très sectorielles. C'est une tendance depuis plusieurs années de façon à limiter les contestations. Voilà. Alors évidemment, l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, on peut dire que c'est la création d'un nouvel impôt, mais en même temps c'est une transformation et puis c'est une baisse d'impôt, donc voilà. Exactement. Celle-là est discutable. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que c'est bien un nouvel impôt qui a été compté comme ça, alors qu'en fait c'est plutôt une diminution d'impôt. 5 fois moins, quoi, donc. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a aussi donc des contributions exceptionnelles sur l'impôt des sociétés. C'était, il faut rappeler un petit peu, c'était pour contrebalancer la patate chaude laissée par l'équipe Hollande. Tout à fait. Oui, l'équipe Hollande. À laquelle participait Emmanuel Macron. Bon, voilà, on va dire qu'il y a eu un Était-il problème. Décisionnaire? Non, pas forcément. Non. Il y a eu donc par le Conseil constitutionnel l'annulation d'une taxe de 3% sur les dividendes. Votée en 2012. Votée en 2012, qui a été perçue pendant plusieurs années. C'est un montant très important, puisqu'on arrive à peu près à 10 milliards d'euros. Donc ça fait un méchant trou dans le budget, puisqu'il faut rembourser aux entreprises ces sommes-là. Donc cette nouvelle taxe qui a été créée, c'est pas vraiment la faute d'Emmanuel Macron. Non. On n'est pas là pour l'absoudre, hein, mais les deux premières sur les 8, mais d'ailleurs, c'est même pas vraiment une nouvelle taxe, puisque évidemment, à partir du moment où le Conseil constitutionnel a, au bout du bout, obligé l'État à rembourser des impôts aux entreprises, l'État est en train de dire je vais créer un nouvel impôt pour pouvoir rembourser l'impôt. Ouais. Donc c'est pas vraiment un nouvel impôt. Donc facialement c'est un nouvel impôt. En pratique, ce n'est qu'une compensation. C'est bon, je vais reprendre ce que le Conseil constitutionnel m'oblige à vous rendre. Alors comment ça marche? C'est un impôt qui va rapporter à peu près 5 milliards. C'est quand même très sur les très important. Grandes entreprises. Et c'est sur les très grandes entreprises. Donc dans un premier temps, c'est voté pour un an. C'est pour les exercices du 31 décembre 2017 jusqu'au 30 décembre 2018. Donc c'est essentiellement les comptes 2017, cette taxe-là. Et ça ne concerne que les entreprises de plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça fait 320 entreprises environ. Et il y a deux taxations. Donc les entreprises entre 1 milliard et 3 milliards. Il y a une majoration de l'IS de 15%. Au-delà de 3 milliards, c'est une majoration de 30%. Avec un petit effet, avec un petit dispositif pour lisser l'effet de seuil qui aurait été très important, notamment entre 15 et 30. Voilà, donc ça rapporte à peu près la moitié du trou. 5 milliards d'euros sur 2017 et autant a priori sur 2018. C'est ça. Autre taxe, une nouvelle taxe, une taxe sur le tabac. Alors, déjà la taxe sur le tabac. Oui, en fait, c'est une augmentation des taxes sur le tabac, puisqu'il y a comme un engagement. C'est pas une création d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on la met dans les créations? Parce qu'elle a été comptabilisée comme ça, alors qu'en fait, c'est des dispositifs après dans le projet de loi de finances. Mais en gros, c'est simplement une augmentation des taxes précédentes, mais une augmentation qui sont quand même très importantes, puisque l'objectif est de porter le prix du paquet à plus de 10 € en 2020.
Une autre taxe. Une très bonne mesure, hein, impôt. elle a été un peu décriée, mais en termes de santé publique, c'est très efficace l'augmentation du prix du pour réduire la tabac. consommation de tabac, Ouais, de la cigarette. Et des morts surtout, hein, 70 000 morts par an. In fine. Beaucoup plus que sur les routes d'ailleurs. Ah bah, On parle oui, bien sûr, des 3 000 morts, 2 000 morts, je ne sais plus sur les routes. Oui, non, mais 3 évidemment, 4 000, je sais plus, les plus gros problèmes, ça reste quand même le tabac, l'alcool, la pollution de l'air aussi, beaucoup de dégâts. Alors une autre nouvel impôt créé sous Emmanuel Macron, cette plus-value sur les ventes de logements HLM. Oui, là, cela, on peut les passer un peu plus vite parce qu'on est dans l'inventaire à l'après-vert. Hein, donc c'est une petite taxe sur les plus-values qui est augmentée sur les ventes de logements HLM. Il y en a une, que je ne me trompe pas, sur le développement des industries de fabrication de papier. Et puis il y a 2 taxes qui sont plutôt de nature écologique, entre guillemets, sur l'exploration d'hydrocarbures et des sites géothermiques. Donc c'est celles-là qui sont, ce qu'on disait en début d'émission, un peu dans le mouvement depuis 4-5 ans de création de toutes petites taxes qui ne rapportent pas grand-chose, mais qui du coup limitent les contestations, limitent les problèmes, parce qu'en effet, une taxe sur la création de sites d'exploitation géothermique, bon, ça ne va pas mobiliser beaucoup entre République et Nation. Ouais. Donc ça veut dire que la créativité fiscale continue malgré tout sous le président Macron, mais beaucoup moins que dans le... Oui, tout à fait, mais enfin, c'est aussi qu'il faut compter qu'il y a eu des réductions quand même assez importantes de certains impôts aussi. Il faut bien voir les plus et les moins. Les deux choses. Mais après, bon, voilà, je dirais peut-être en conclusion qu'il faut pas rêver. On est quand même dans un sens qui ne va pas dans la réduction, entre guillemets, des impôts. Emmanuel Macron, c'est une promesse, il l'a redit encore hier devant la Cour des comptes, baisse de 1 point de PIB, donc 22 milliards d'euros, de la pression fiscale, des prélèvements obligatoires sur les Français, surtout les agents économiques français, d'ici à 2022. Tout à fait. Loin de moi l'idée de contredire le président Macron. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas regarder simplement le taux de prélèvement obligatoire, qui en effet va peut-être baisser. Il faut regarder le taux de prélèvement obligatoire et ce qu'on peut appeler les quasi-obligatoires. Parce que si finalement, les quasi-obligatoires je vais prendre un exemple. Si vous réduisez les dépenses de sécurité sociale publiques, mais que ça implique des baisses de remboursement, quelque chose comme ça, qui va être répercuté sur les mutuelles privées, les cotisations sur les mutuelles privées, c'est un prélèvement quasi obligatoire. Vous êtes obligé quasiment de cotiser là-dedans. Donc, on peut avoir des bascules comme ça, public-privé, vous allez dire, oui, le taux de prélèvement obligatoire, il a baissé. Mais si vous prenez l'ensemble des vrais prélèvements, de ce que vous payez tous les mois, que ce soit à l'État ou que ce soit à des structures, vous n'avez pas trop le choix parce que vous en avez besoin, ça ne va pas changer grand-chose. Et comment réduire vraiment de la pression fiscale quand on a 2200 milliards de dettes et quand on est face à un vieillissement de la population qui est quand même historique dans les 20 ans qui viennent? Il va falloir financer la santé des personnes âgées, il va falloir financer la retraite des personnes âgées, il va falloir financer la dépendance des personnes âgées. Ça ne plaide pas pour une baisse des prélèvements obligatoires au sens large. Et prenons ça très large. Après, on peut en effet les baisser. Enfin, c'est pas très compliqué de baisser un peu des prélèvements obligatoires, mais ce n'est qu'un transfert. En tout cas, c'est pas plus de pouvoir d'achat libre pour les Français. Merci. Merci Olivier. Olivier Berruyer, merci pour ces commentaires, ces explications. Auteur du blog Les Crises. Au revoir. Merci.